Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pierre-Henri de Menton du magazine Challenge. Je suis ravi d'accueillir pour ce grand entretien Jean-Louis Beffa, que vous connaissez tous. Alors je vous rappelle, Jean-Louis Beffa, donc polytechnicien X-Mine, comme on dit, était entré chez Saint-Gobain en 1974, si je ne m'abuse. A fait toute sa carrière à Saint-Gobain, dont il a été le PDG emblématique pendant de nombreuses années. Il a aujourd'hui différentes activités à la Banque Lazare, mais aussi au Centre Cournot de recherche économique qu'il co-préside avec le prix Nobel Robert Solow, pour dire qu'il s'intéresse aux affaires économiques, et pas seulement au business, mais aussi à l'évolution du monde et à l'évolution des empires, qui est notre thème aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, au Salon du Livre d'Histoire, il dédicacera son livre qui est sorti il y a quelques mois, Les Clés de la puissance, qui est un livre, ça tombe bien, Jean-Louis Beffa. Et oui, j'ai oublié de préciser qu'il était éditorialiste à Challenge aussi, mais ce n'est pas la fonction qui l'occupe le plus, mais tout de même. Donc Les Clés de la puissance, c'est un livre sur la redéfinition du monde. Aujourd'hui, c'est un livre de géopolitique économique, mais pas seulement. Avec, donc vous verrez sur la couverture, il y a 3 zones dans le monde qui sont rouges. Il y a les États-Unis, la Chine, et au milieu, on se demande pourquoi, Jean-Louis Beffa, parce que vous mettez l'Europe aussi. Or, le chapitre sur l'Europe est absolument terrible. On dit que l'Europe régresse, qu'elle est en voie d'attrition depuis 10 ans. Et donc, en gros, Jean-Louis Beffa, votre vision du monde aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 empires. Dans un monde multipolaire, hein, je le précise, vous allez revenir là-dessus, qui sont les États-Unis et la Chine. Et pour le reste, c'est pas grand-chose. Je vous laisse la parole. Alors, ce que je vous propose, c'est que on se prenne une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis qu'on puisse entamer, c'est pas tellement la coutume, je crois, dans les grands entretiens, mais je trouve ça intéressant qu'on puisse entamer un débat pendant un petit quart d'heure à la fin de notre rencontre. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici à Blois pour évoquer tous ces sujets dont vous venez de parler. Donc je vais un peu résumer les thèses principales de mon ouvrage. Je le place d'abord dans la ligne de 2 événements historiques importants. Le premier, c'est la paix de Westphalie, et le deuxième, c'est le traité ou le congrès de Vienne. Pourquoi ? Pourquoi je place le monde actuel sous ces 2 patronages, ce qui peut-être peut vous surprendre ? La paix de Westphalie, à mes yeux, c'est le moment où il a été décidé que les États allemands catholiques et protestants allaient arrêter de se faire la guerre et que donc on acceptait que coexistent ensemble, sans se faire la guerre, des zones avec des convictions différentes. L'application concrète du monde actuel, c'est au fond la présence d'une Chine avec des valeurs confucéennes qui ne sont en rien les valeurs occidentales qui, elles, sont issues de racines à la fois racines chrétiennes, mais également les Lumières, à partir du XVIIIe siècle, et donc que ces mondes coexistent sans se faire la guerre. C'est l'hypothèse sur laquelle je crois que nous allons voir les développements des prochaines années. Alors, dans le débat, on pourra peut-être contester cela. Je vous essaierai, bien sûr, de répondre à vos interrogations pour vous expliquer pourquoi j'ai ces convictions. Vous pourriez me dire tout de suite qu'il existe un monde, au contraire, qui veut faire la guerre, qui est agressif et qui, lui, est détenteur d'autres valeurs que ces valeurs que j'appellerais occidentales, par exemple les valeurs au Moyen-Orient, les valeurs de l'État islamique. Je pense que sur le plan économique sur lequel je me place, après on verra des incidences peut-être entre le politique et l'économique, ça n'a pas le même poids et la même importance. Première chose, donc, voilà. Les valeurs confucéennes, je le rappelle très simplement, parce qu'elles sont moins connues que nos valeurs occidentales,
c'est la conviction que la société, les entreprises également, doivent être organisées suivant le schéma suivant lequel il y a un chef, on obéit au chef, et le chef est tenu de s'occuper de vous. Donc c'est totalement différent des valeurs, par exemple, démocratiques, des droits de l'homme, qu'il faut des démocraties, qu'il faut des élections, etc. C'est un autre mode d'organisation. Pour me résumer, c'est le mode d'organisation qui aujourd'hui gouverne des pays comme le Japon, la Corée, la Chine. Donc ce monde asiatique qui, sur le plan économique, prend quand même en permanence plus d'importance par rapport au monde occidental. Alors qu'auparavant, pendant des années, on a vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale sur un monde dans lequel les valeurs dominantes américaines, donc par nature même occidentales, étaient les valeurs auxquelles on croyait, sur le plan de l'idéologie politique, également sur le plan de ce qui était bon du point de vue économique, c'est-à-dire le libéralisme à l'anglo-saxonne, avec, disons, pas trop d'État, une liberté totale des investisseurs, et que c'est en adoptant ces règles-là, ce que l'on nous apprenait quand on écoutait le FMI, quand on écoutait l'OCDE, quand on écoutait même d'une certaine façon la Commission de Bruxelles, on disait si on accepte ces règles-là, le bonheur pour un pays vous viendra par surcroît. Personnellement, je ne le crois pas, et je crois que c'est de moins en moins, en tout cas, la réalité vécue. Je crois aujourd'hui qu'on est au contraire, de point de vue économique, dans un monde dans lequel ce n'est plus une concurrence entre entreprises avec des règles du jeu comparables. Quand on voit par exemple les règles du jeu qui gouvernent le fonctionnement des entreprises chinoises et le fonctionnement des entreprises comme un Saint-Gobain, eh bien non, on n'est plus dans ce monde-là, on est à l'inverse dans un monde dans lequel c'est une bataille entre États, et dans chaque État, ce qui compte, c'est ce qu'on pourrait appeler leurs champions nationaux. Voilà. Si vous adoptez ça, si vous pensez que c'est ça, les règles fondamentales économiques, vous devez en déduire pour un pays un certain nombre d'attitudes de comportement vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de leur gouvernance, qui sont en fait extrêmement différentes de beaucoup de choses auxquelles on croit aujourd'hui dans notre pays, qui sur un plan politique, je dirais, n'a pas intégré tout ce dont je vous parle et dont je crois qu'il est très important de l'intégrer le plus vite possible, sauf à avoir beaucoup d'éléments négatifs à venir dans notre pays par rapport à la concurrence à laquelle nous avons à faire front. La deuxième chose, c'est le Congrès de Vienne. Qu'est-ce que le Congrès de Vienne ? C'est également la décision d'un certain nombre d'États, après les guerres de Napoléon, de faire en sorte qu'il existait un monde de stabilité dans lequel les pays, là encore, n'allaient pas se faire la guerre entre eux, et un monde dans lequel la bataille allait être d'une sorte de, sur un plan économique, sur un plan de croissance, mais il n'y aurait pas une guerre. Ce monde-là, d'ailleurs, s'est arrêté quand, d'une certaine façon, alors qu'il y avait un équilibre qui était resté historiquement assez stable entre la Prusse d'un côté et l'Empire autrichien de l'autre, eh bien, la Prusse s'est attaqué l'Autriche pour la battre, et à ce moment-là, l'équilibre du Congrès de Vienne est mort. Voilà. Donc là encore, je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce type de monde. Ce que ça veut dire, quand je le traduis d'une façon concrète, ça signifie notamment que sur un plan militaire, les États-Unis et la Chine vont se faire de la concurrence sur le plan économique, mais on ne va pas passer à un état de guerre entre ces deux pays, notamment, par exemple, à cause de la situation dans la mer de Chine. Je dirais en complément que si on analyse quelle est la politique internationale d'un pays comme la Chine, il est clair que contrairement à ce qu'a été celle des États-Unis à partir de la Deuxième Guerre mondiale, où ils avaient une certaine domination, même si bien sûr il y avait la guerre froide avec les Russes, eh bien la Chine, pour sa part, n'a pas une vocation messianique mondiale. La Chine a une vocation qui est régionale, dominer la mer de Chine, dominer l'Asie, retrouver sa vocation historique d'être l'empire du milieu, c'est-à-dire de dominer ses voisins. Évidemment, elle ne dominera pas le Japon, qui lui aura une politique
national, solidaire, solide sur le plan économique, même actuellement sur le plan, je dirais, d'un réarmement militaire, mais que la Chine, par contre, va essayer de faire basculer dans son côté un certain nombre de choses. C'est ce que les États-Unis sont en train, au moins sur le plan économique, de contrer par un traité transpacifique, qui a été récemment conclu et qui, bien entendu, essaye d'arrimer un certain nombre de pays, le Japon, mais d'autres également. Donc avec les pays asiatiques, sauf la Chine. Voilà, sauf la Chine, évidemment, puisque, en fait, tout ce traité a simplement un seul objet, cantonner la Chine. Voilà. Donc, et on peut savoir si les pays qui y adhèrent ne vont pas avoir une double face, c'est-à-dire une phase sympathique avec les Américains dans le côté transatlantique, et puis une phase réaliste de commerce, en fait, dont ils ont beaucoup plus besoin quand on voit les chiffres statistiques avec la Chine. Voilà les deux éléments. Donc je crois qu'on est dans un monde qui, comme vous l'avez dit, est un monde multipolaire. Bon, on connaît les grands acteurs. Je rajoute que je ne pense pas que des pays comme ni l'Inde, ni le Brésil sont capables d'être au niveau de la Chine. On est donc ce monde multipolaire, d'une sorte de duumvirat entre les États-Unis et la Chine, et dans lequel l'Europe est en train d'être marginalisée. Elle est fondamentalement en train d'être marginalisée parce qu'elle n'est pas unie, parce que nous n'arrivons pas à nous unir, parce que si on prend les termes objectifs de notre puissance économique, de notre système éducatif, du dynamisme de nos jeunes, il n'y aurait pas de raison. Mais c'est l'absence d'unité européenne, le fait qu'on ne place pas en priorité l'unité et qu'on préfère une décadence chacun de son côté, qui fait que jusqu'au moment où il y aurait un sursaut, que j'appelle de tous mes voeux, eh bien nous sommes dans cette situation. Voilà. Les responsables principaux de cette situation sont les Français et les Allemands. Je laisse de côté les Anglais, qui pour moi de toute façon sont ailleurs. La vocation des Anglais, peut-être on les verra bientôt réellement ailleurs, s'il y a ce qu'on appelle le Brexit, c'est-à-dire qu'ils partent tout seuls. De toute façon, la vocation économique des Anglais n'est pas européenne, elle est de servir brillamment les riches de la planète. Et ce qu'ils font avec talent, par leur seul avantage comparatif qui est la Cité de Londres, dans lequel, quand vous y allez, vous vous rendez compte qu'il y a là un ensemble de banquiers, un ensemble d'avocats, un ensemble d'intermédiaires de toute nature, talentueux, extrêmement professionnels, dont les intérêts communs sont bien sûr supérieurs à ceux de leurs clients. Voilà. Donc ce monde-là, il est parfait. La Grande-Bretagne le soutient à fond, mais on n'a plus grand-chose en commun. Alors, sur l'Europe, Jean-Louis Beffa, depuis, votre livre est sorti en mars dernier, et c'est là où on se rend compte comment l'histoire s'accélère, parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis le mois de mars dernier. Et je voulais, le petit jeu, c'est de vous faire réagir à ces... En fait, peut-être compléter les chapitres en fonction de ces accélérations de l'histoire qu'on a pu observer. Alors, la première, puisque vous parliez d'Europe, c'est effectivement l'extraordinaire affaire des migrants ou des réfugiés avec Angela Merkel, qui a pris un rôle, à tort ou à raison, mais historique, en ouvrant grand les portes de l'Allemagne à des migrations. On parle quand même de centaines de milliers de personnes en quelques semaines. Est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu réviser votre jugement sur l'Europe? Est-ce que, quand même, l'Europe, elle attire? Est-ce que l'Europe n'est pas, finalement, un empire malgré lui? Alors, certainement, l'Europe attire. Elle attire à la fois par ses faiblesses que par rapport aux richesses qu'elles peuvent offrir à ce type de migrants. Il est certain que si on leur disait, eh bien, on va vous envoyer en Chine, je ne suis pas certain qu'ils seraient pleins d'enthousiasme pour y aller. Je ne suis pas certain aussi que ce qui s'est passé, disons, dans les 2 derniers mois, va être représentatif de ce qui va se passer. Je pense que déjà en Allemagne, il y a beaucoup de réactions. Je pense que l'Allemagne, à sa façon, va prendre conscience qu'elle peut absorber raisonnablement un nombre beaucoup plus limité
que le nombre qui s'est présenté ces derniers temps, et qu'il va y avoir automatiquement un phénomène de régulation sévère. Donc oui, il va y avoir des migrants, mais je suis persuadé que d'une façon ou d'une autre, ce ne seront pas les chiffres récents. D'ailleurs, je ne pense pas d'ailleurs qu'ils sont supportables. Je vais vous dire peut-être de façon qui peut vous choquer que ça n'a pas une incidence sur le plan économique majeur. Ça peut avoir une influence sociétale tout à fait importante à terme. Et c'est aussi pour cela que l'Allemagne ne comptera pas. On a pourtant vu des grands patrons allemands que vous connaissez très bien ouvrir les bras, enfin pousser dans ce sens en disant on a besoin de. Oui. Alors on a besoin de. Oui, de mais de ils vont cette découvrir manœuvre, qu'ils en ont besoin à partir du moment où elle est formée, à partir du moment où elle peut s'intégrer, et par conséquent, même s'ils sont favorables, eux aussi vont être extrêmement vite favorables à un système bien sûr, d'entrée de migrants ou d'entrée d'étrangers, d'immigration d'une façon générale, mais beaucoup plus sélective et beaucoup plus organisée et numériquement beaucoup plus faible. Je suis absolument persuadé qu'on va vers cela. Alors, deuxième petit complément de chapitre, si je puis dire. Vous avez un chapitre sur la Russie qui est assez sévère. Donc, vous dites, je crois, la Russie a levé le pont-levis, c'est-à-dire qu'elle s'est isolée. Russie, grande puissance impériale, s'est isolée. Eh bien, ces dernières semaines, on a vu notre ami Vladimir Poutine quand même faire un retour fracassant sur la scène internationale, dans tous les sens du terme, avec notamment ces derniers jours, l'arrivée dans la politique de la canonnière en Syrie. Est-ce que vous pensez qu'ils sont si isolés que ça? Comment est-ce que vous analysez ce retour de l'Empire russe, s'il y a un retour ou pas? Alors, je pense que les derniers mouvements ne signifient pas que la Russie ne s'isole pas. En fait, avec l'isolement, elle se singularise. Mais je ne crois pas que ça veut dire, à part M. Bachar el-Assad, que ça a augmenté son nombre d'alliés, ces derniers mouvements. Ça a simplement montré que c'était un facteur politique important, ce que je n'ai jamais nié. En effet, et le poids de la Russie va être de toute façon économiquement diminué, parce qu'elle va avoir des problèmes avec un prix du pétrole bas. Je suis de ceux qui croient que le prix du pétrole va rester peut-être au niveau actuel de 40-45, pas très longtemps, mettons 18 mois, mais qu'après, on risque d'avoir pendant au moins 3-4 ans un prix du pétrole à 60 dollars par baril. Et à ce niveau-là, la Russie perd de son poids économique. D'autant plus qu'en plus, en même temps, avec le ralentissement de l'économie mondiale et notamment le ralentissement de l'économie chinoise, le prix des matières premières baisse. Or, quelle est la puissance russe? C'est la rente. C'est la rente pétrolière, c'est la rente gazière, c'est la rente également sur un certain nombre de produits de base qui sont plutôt orientés à la baisse. Donc, le poids économique de la Russie est en train de diminuer. Automatiquement, son poids politique va en avoir également des conséquences. La Russie, chaque fois, au lieu d'utiliser, même quand, je dirais, l'économie russe profitait à fond de la rente, la Russie a traduit cette rente dans des investissements politico-militaires et non pas dans le développement économique global du pays. La Russie reste, suivant le modèle, si je puis dire, traditionnel, qui est d'ailleurs celui de beaucoup de pays, je dirais, de la zone de l'évêché de Constantinople, par rapport à la zone de l'évêché de Rome, c'est-à-dire les zones catholico-protestantes par rapport aux zones orthodoxes. La Russie reste dans un schéma dans lequel il y a le tsar et la base. Il n'y a pas cette catégorie intermédiaire qu'a si bien décrit Fernand Braudel, qui est au fond la substance du capitalisme. Et en tant que Saint-Gobain, j'ai toujours eu tendance à investir de façon préférentielle dans l'évêché de Rome et d'être assez prudent sur mes investissements dans l'évêché de Constantinople. Voilà, je crois d'une façon générale qu'il vaut mieux faire de la stratégie industrielle avec un livre d'histoire à la main. Ceux de Fernand Braudel, par exemple. Alors, autre sujet d'actualité, ça c'était l'été dernier, et puis ça s'est confirmé, là le FMI vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance mondiale et de la Chine en particulier.
vous parlez beaucoup de la Chine, on l'a bien compris, une grande partie de votre livre y est consacrée. Il s'est quand même passé des choses cet été avec l'affaire du yuan et ensuite le début de panique qu'il y a eu sur les bourses mondiales avec, alors on ne parle pas de récession en Chine, on est bien d'accord, mais un ralentissement assez considérable quand même de la croissance chinoise avec cette mutation d'une Chine usine du monde en une politique plus orientée vers l'émergence d'une classe moyenne, vers la politique intérieure qui se fait un peu dans la douleur, en tout cas en termes économiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Comment vous avez analysé le début de panique qu'il y a eu sur le fait que la Chine ne serait peut-être pas la locomotive de la croissance mondiale qu'on pouvait encore imaginer avec des chiffres de croissance, etc. ces dernières années? Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est au fond une crise relativement classique. Je vais vous dire aussi pourquoi je pense qu'elle peut être maîtrisée par le gouvernement chinois. La crise est clairement une surcapacité de production dans le monde des entreprises et tout particulièrement dans le monde de l'industrie lourde. La Chine, par contre, continue à avoir des entreprises puissantes dans de nombreux métiers maintenant. Si vous regardez de près, dans les 10 premières entreprises mondiales, vous avez au moins une ou deux entreprises chinoises. C'est un phénomène complètement nouveau. Interrogeant récemment un dirigeant important du groupe Total qui me parlait des majors, je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez qu'il y a, ou qu'il va y avoir un major chinois? Il m'a dit, il est indiscutable qu'au moins 2 entreprises chinoises sont déjà au niveau des majors. Par conséquent, là-dessus, ne nous y trompons pas. Et ces entreprises sont de mieux en mieux gérées. Elles ont connu, elles connaissent peut-être encore une crise de surcapacité d'investissement, en particulier dans l'industrie lourde, qui va finir par se résorber, mais qui passe évidemment par ce qui accompagne toujours les crises de surinvestissement, une baisse des prix, des nécessités de restructuration, des concentrations d'entreprises, avec les conséquences sociales, etc. Je crois que le système chinois est capable de l'absorber parce qu'il a connu des chocs plus difficiles. Je ne crois pas que la variation des bourses, purement les bourses chinoises, soit tellement inquiétante. Je crois que la bourse chinoise est un endroit où je vous recommanderais en aucune façon, sauf si vous aimez jouer au casino, de mettre votre argent. C'est à peu près la fiabilité de Macao, à mon sens. C'est-à-dire que c'est totalement spéculatif. Les Chinois ont l'habitude, et ça c'est très caractéristique chez les Chinois, y compris dans leur goût, à un moment de s'enticher de quelque chose, tout le monde y va, et comme les Chinois sont extrêmement nombreux, ça fait évidemment des crises totalement de spéculation, et puis ensuite ça se retire. C'est ce qui est arrivé dans le domaine, par exemple, immobilier, mais avec une maîtrise. Une maîtrise par le gouvernement chinois du système. Donc, à titre personnel, je ne suis pas structurellement inquiet sur ce qui va arriver sur la Chine. Je ne le suis pas parce que la Chine a notamment des trillions de réserves monétaires qui fait qu'il n'y aura pas de crise financière, il n'y aura pas d'éléments. N'oublions pas qu'un point extrêmement important dans un pays, c'est de savoir si c'est un pays mercantiliste. C'est-à-dire si c'est un pays dont la politique gouvernementale est de faire en sorte qu'il exporte plus qu'il n'importe. Dans beaucoup de pays, notamment les pays qui placent l'industrie, la stratégie énergétique au premier, il y a une politique mercantiliste, qui est donc ce phénomène-là de l'excédent du commerce extérieur, qui est au fond que l'expression d'un nationalisme. Cette chose-là en Europe est typique d'un pays, mais pas le seul, mais d'un pays tel que l'Allemagne. C'est également caractéristique d'un pays tel que la Suisse. C'est également assez caractéristique d'un pays tel que la Suède. Donc des éléments différents, mais dont le fondement véritable est un fondement nationaliste. Si la France ne considère pas cela comme essentiel, c'est parce qu'au fond, elle a plutôt tendance à considérer qu'elle peut se permettre d'avoir des déficits, elle peut se permettre surtout de le faire dans la zone euro, où in fine, c'est l'Allemagne qui comble son déficit. Mais
laisser l'Allemagne combler le déficit français au lieu d'avoir nous-mêmes notre propre excédent n'est qu'une espèce d'élément dans lequel nous reconnaissons, faute d'avoir fait les efforts nécessaires, que l'Allemagne a un leadership. Comment prétendre à un leadership politique si on n'a pas une politique économique qui ne nous rend pas en permanence, au fond, dépendants de ce système? Alors, dernière question d'actualité, ça vous n'en parlez pas curieusement dans votre livre, mais vous en avez parlé dans d'autres livres. Quand on parle d'impérialisme économique, on parle de multinationales, donc de groupes comme Saint-Gobain. La France avait une caractéristique, c'est d'avoir, dans les classements des plus grandes entreprises mondiales, la France est surreprésentée, par exemple par rapport à l'Allemagne ou même à l'Angleterre, avec beaucoup donc ces fameuses sociétés du CAC 40, beaucoup de multinationales. Or, cet été, on a vu que Alcatel avait été racheté par Nokia, on a vu que Lafarge était passé officiellement sous pavillon suisse et que Alstom était officiellement passé sous pavillon américain. Alors, j'avais envie de dire, est-ce que c'est la fin d'une exception française et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, ou si c'est un handicap de ne plus avoir de grandes multinationales? Alors je dirais tout de suite, en prenant peut-être la réponse par la fin de votre question, que si la France perd ses leaders, ses champions nationaux, étant donné que je vous ai dit que l'importance d'un pays s'était liée à ses champions nationaux, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Par conséquent, il est très important que la France garde des centres de décision français et donc ceci doit être fait. C'est techniquement tout à fait possible en étant compatible avec les réglementations européennes à condition d'en avoir la volonté politique. Donc le problème est véritablement politique. C'est une question politique et pas de finances publiques. Non, ce n'est pas une question de finances publiques. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une conséquence des finances publiques qui n'est pas d'être actionnaire. L'attitude française vis-à-vis, je dirais, de basculer dans un modèle libéral financier par rapport à un modèle, je dirais, à l'allemande qu'on pourrait qualifier d'industriel commercial, s'est produite à partir du moment où la France, ayant un déficit de son budget, a été obligée d'emprunter et d'emprunter sur les marchés internationaux. À ce moment-là, nous avons dû avoir, et ceci date à peu près de l'époque de M. Bérégovoy notamment, nous avons eu obligatoirement la nécessité de donner des gages, entre guillemets, de bonne conduite aux marchés internationaux. Et à ce moment-là, la France, et toute une série d'ailleurs d'organismes français, je citerai en premier la Direction générale du Trésor, je citerai aussi des organismes comme l'AMF, eh bien, ont voulu donner des gages à ce qu'on appelle les marchés internationaux. Gages que, bien entendu, l'Allemagne ne leur a jamais donné, parce que l'Allemagne n'avait pas ce déficit. Et par conséquent, tout se tient. À partir du moment où on n'a pas de discipline interne, on va être à la merci de décisions qui, au fond, seront prises ailleurs qu'en France. Donc, la politique à mener est très claire, rétablir nos équilibres financiers, défendre nos champions nationaux. Un certain nombre de mesures ont été prises récemment, la loi Florange, le décret Montebourg, enfin on peut en citer quelques-unes. Je crois, c'est vrai que c'est plutôt un indice de faiblesse de le faire, mais je crois que c'est nécessaire de le faire parce que sinon, comme je l'ai écrit dans un éditorial dans votre journal, on va finir par effeuiller la marguerite. On a appris une chose, de même que la demande des marchés financiers d'avoir des groupes qui sont des groupes monométiers, les rendant vulnérables aux fluctuations. Par exemple, le fait que l'on ait fait éclater le groupe de la Générale d'électricité sous la direction de M. Tchuruk, je crois que nous le payons très cher aujourd'hui. Parce que Alcatel tout seul, Alstom tout seul, séparé de Nexans, séparé de ce qui constituait le groupe de la Générale d'électricité, quand on le compare au groupe Siemens, dont j'ai été l'administrateur, on voit immédiatement la faiblesse. Par conséquent, tout se tient. Rigueur nationale, sérieux dans la dépense nationale, indépendance du pays, indépendance également et rentabilité des entreprises, tout se tient. Or, aujourd'hui, d'un point de vue politique, je trouve qu'il n'y a pas assez de synthèse. De la même façon, et pour conclure dans ce domaine-là,
dans le CAC 40, nous avons des entreprises solides dans le CAC 40, mais elles appartiennent à des métiers peu exportateurs. La faiblesse de la France, ce sont ces entreprises exportatrices. Et dans les métiers peu exportateurs, qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises produisent en France pour la France, mais elles produisent en Allemagne pour l'Allemagne, comme un Saint-Gobain, en Italie pour l'Italie, etc. Et à ce moment-là, la France ne représente dans beaucoup de sociétés du CAC 40 que 12%, et à partir du moment où c'est 12%, il y a une séparation entre un CAC 40, à mon avis, bien restructuré, puissant, bien placé, et les problèmes de notre pays. Et donc rien n'est plus important que de rétablir un dialogue entre les grands groupes et la puissance publique pour notamment essayer de voir si à partir de la force des grands groupes, on ne pourrait pas créer pour l'avenir des métiers plus exportateurs. Et alors, est-ce qu'il y a encore ce lien entre enfin, c'est une vaste question qui ne concerne pas seulement la France, mais est-ce qu'il y a encore vraiment un lien entre des entreprises multinationales, quand elles font plus que 10 voire 5% de leur chiffre d'affaires dans leur pays d'origine, et les intérêts du pays? Est-ce qu'on peut avoir des empires économiques? Je pense à des entreprises industrielles, mais aussi de technologie, comme Google, Facebook, des gens comme ça. Est-ce qu'ils sont mondiaux ou est-ce qu'ils sont américains? Est-ce que Saint-Gobain est mondial ou est-ce qu'ils sont encore français? Est-ce qu'il faut qu'il y ait encore un lien avec l'État-nation? Alors, Saint-Gobain est français, ne serait-ce parce que... Je rappelle que les archives de Saint-Gobain sont à Blois. Et que non, mais Saint-Gobain est français parce que Saint-Gobain est extrêmement attentif au niveau de son conseil d'administration, au niveau de son président, directeur général, mon successeur, à ses investissements français. Quand il y a des arbitrages possibles, je crois que l'intérêt national français est tout à fait dans l'esprit des dirigeants de Saint-Gobain. Par contre, évidemment, des dirigeants comme Google sont complètement, disons, associés à la puissance américaine. Ils ont d'ailleurs été largement créés par des dépenses de ce qu'on appelle la DARPA, c'est-à-dire l'entité technologique du ministère de la Défense américain. Et je vous signale que leur puissance s'arrête aux portes de la Chine. La Chine a Baidu, elle a Alibaba, elle a Huawei. Elle n'a pas besoin, il n'y a pas Google, il n'y a pas Apple véritablement. Ils y sont, mais le jour où la Chine veut s'en passer, elle le fait demain matin. Par conséquent, le vrai problème, c'est que l'Europe, à cet égard, est rentrée dans une zone, je dirais, de domination américaine, nolens-volens, et c'est la même raison pour laquelle je pense qu'il faut être très attentif à cette domination américaine dans les technologies de pointe. Je suis plus inquiet, je pense que nous avons des réponses, mais même nos startups, même les gens brillants comme Iliad, comme d'autres, ont de la peine à se situer au niveau des plus grandes sociétés américaines. Je pense d'ailleurs qu'on n'y arrivera pas, ne serait-ce qu'à cause de à cause de notre territoire, à cause de nos types de financement, etc. Par conséquent, n'espérons pas. Quant à faire une unité européenne pour recréer ces sociétés à la dimension européenne, nous n'y arrivons pas. Nous avons deux choses contre nous. Nous avons une politique stupide de la direction de la concurrence de Bruxelles, qui s'affole dès qu'il y a un leader dans un pays, alors que ce qui permet, par exemple, dans le domaine des télécoms, d'avoir encore 20 groupes, alors que les États-Unis en ont 4. Ils commencent à s'affoler dès qu'il y a un groupe qui est très important en France. Mais qu'est-ce que ça signifie par rapport à un groupe très important aux États-Unis? Tout ça, c'est pour défendre le consommateur. Eh bien, il faut renverser. Nous avons défendu le consommateur tellement que bientôt le producteur va disparaître. Nous aurons des consommateurs bien défendus et des producteurs étrangers. Bravo Bruxelles. Voilà, je rappelle que c'est un chiffre assez frappant dans votre livre. Donc, quand on prend les 10 premiers sites internet mondiaux, il n'y en a pas un européen. Mais oui, c'est donc, pareil. Il n'y a que des Américains et 2 Chinois, je crois. Mais regardez, dès qu'on fait la moindre chose, le côté tatillon, d'ailleurs, de la Commission de Bruxelles, qui a bien veillé d'ailleurs à mettre à ses postes de responsabilité des commissaires issus de petits pays, ce qui est caractéristique de la Commission Juncker. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on entame un dialogue. Alors, il faut qu'il y ait... on a un micro qui est là-bas. Donc, voilà. Donc là, j'ai des personnes qui... Voilà. Alors, des questions concises, qu'on puisse... vous voyez, on a une vingtaine de minutes, qu'on puisse... Merci. 3 questions rapides.
En ce qui concerne la sécurité de l'investissement en Chine, est-ce que vous ne pensez pas que c'est en fait surtout la sécurité de l'État chinois? Et si on suit ce que vous disiez concernant Confucius, on peut comprendre effectivement que pour le moment ça tienne bien. Et ça peut tenir encore pendant quelques années, peut-être même plus d'une décennie. Deuxième question, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, je pense qu'effectivement, elle risque de partir. Mais pas simplement pour elle-même, tout simplement parce qu'elle a été le vecteur des États-Unis pour organiser l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, et en particulier pour faire rentrer une multitude de pays alors que l'Europe n'était pas encore structurée. Troisième question, que pensez-vous? Parce que ça n'a pas du tout été évoqué, c'est très significatif, je trouve, dans vos interventions, la question du climat, et en particulier la question énergétique, qui risque dans les prochaines années de se trouver fortement perturbée et d'entraîner au niveau climatique également une série de conséquences gravissimes. En particulier, vous parliez des migrations, mais là, ça sera énorme. Comment vous situez l'entreprise par rapport à cela? Merci. Alors, 3 questions. Alors, les investissements, la sécurité. Donc, la première question, c'est que je pense qu'en Chine, pour diverses raisons, il faut être assez prudent dans ses investissements. Je pense qu'à très long terme, ce sera difficile à des étrangers d'avoir vraiment des positions très fortes en Chine. Il y a un profond nationalisme chinois. Donc je recommanderais aux entreprises d'être en Chine, de chevaucher la vague, d'être rentables et éventuellement de sortir. Donc je pense que pour un groupe, il est plus intéressant d'investir en Inde, d'investir au Brésil, d'investir en Indonésie même, d'investir en Malaisie. C'est un peu paradoxal, quand on lit votre livre, c'est pas du tout le sentiment qu'on a, parce que vous dites que l'Inde, ils vont pas y arriver. Non, je dis que l'Inde aura des difficultés, que en tant que puissance, il y a une grande différence entre la puissance et gagner de l'argent dans un pays. Hein, je pense que l'un et l'autre ne vont pas concurrencer la Chine, mais si je donne un conseil à un industriel, je leur dis allez en Inde et allez au Brésil. C'est tout à fait différent. Entre gagner de l'argent dans un contexte, je dirais presque c'est l'inverse. La Chine est un pays hyper concurrentiel, et une entreprise aime bien la concurrence, mais elle aime bien tout de même avoir une position plus calme. Donc allez au Brésil, allez en Inde, allez même au Mexique. Ce ne sont pas des pays très faciles, mais ce sont des pays plus calmes pour votre rentabilité que la Chine. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction, parce que le fait qu'un pays est dans une certaine situation, mais qu'à l'inverse, un groupe peut y gagner de l'argent, quand il est étranger, ce sont deux choses différentes. Voilà, ça c'est ma première réponse. Le Brexit. La sortie, l'arrimage donc du Royaume-Uni aux États-Unis. Si vous voulez, je suis plus gentil pour les Anglais et plus respectueux que de dire qu'ils ont été purement un vecteur américain. Ils l'ont été pour une part, porteurs d'une idéologie un peu semblable, mais fondamentalement, je pense qu'on est beaucoup plus dans le fait qu'au lieu d'être européens, ils appartiennent au grand large. Et au grand large américain, mais pas seulement, au grand large complet. Mais je pense qu'en effet, entre une Europe continentale, qui à mon avis n'existera que quand il y aura une certaine harmonisation, des régimes fiscaux, en arrêtant les deux paradis fiscaux internes que sont le Luxembourg d'une part et l'Irlande de l'autre, à partir du moment où l'Europe véritablement voudra être un peu plus resserrée économiquement, ce qui est à mon avis le préalable d'ailleurs, un poids politique réel, et le cœur de l'Europe, nous le connaissons très bien, c'est la France et l'Allemagne. Aujourd'hui c'est bloqué parce qu'il n'y a pas encore, je dirais, assez de réformes en France pour que l'Allemagne arrive à s'engager davantage, donc attendons encore, on verra. Bien qu'en France, je suis assez sensible au fait qu'il y a en France actuellement une prise de conscience beaucoup plus générale des efforts à faire. Et cela me rend assez... je pense qu'il faut atteindre le fond de la piscine pour remonter. Je pense qu'on n'en est plus très loin. Donc peut-être on va voir. Ça gouverne un peu un optimisme peut-être qui va être mal placé. Je crois que le fond, c'est franco-allemand, ensuite, bien sûr, italien, espagnol et polonais. Et c'est ça qui est important. Est-ce que là-dedans, nous allons faire un certain fédéralisme économique? Hors de ça, nous n'aurons pas assez d'intérêts communs pour peser. Et alors, la troisième question, c'était sur le climat.
On va en parler de plus en plus en France avec la COP21. Alors ça, le climat, il y a une demi-ligne dans la conclusion. Non, c'est pas votre... Non, mais le climat, je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait important. Il y a les économies d'énergie, etc. On peut, si vous voulez, les arbitrages sont très clairs. C'est un bon business pour Saint-Gobain. Hein, oui. Non, mais il le fait très bien. Vraiment, on a même fait des usines il n'y a pas très loin, etc. Donc c'est sûr que le climat, c'est important. On ne met pas quand même encore la priorité sur ce qui est véritablement la mesure la plus efficace vis-à-vis de la lutte contre le climat, qui est, dirons, la diminution du coût de l'énergie des bâtiments anciens. Tout le monde sait que le vrai problème, ce n'est pas les bâtiments neufs, pour lesquels on fait des normes assez raisonnables, mais c'est l'isolation notamment des bâtiments anciens. Là-dessus, les produits Saint-Gobain sont formidables. Pas ici, parce qu'on ne le fera jamais. Mais voilà, hein. L'autre point, c'est bien sûr les arbitrages. C'est pour dire que la croissance verte, comme on dit, ça existe. Saint-Gobain, c'est un exemple. Non, mais je crois totalement à la croissance verte. Je crois totalement à des mesures idéologiques raisonnables. Bon, je ne crois pas aux mesures qui arrêtent de faire quoi que ce soit dans un pays comme la France, qui a besoin de croissance, et par conséquent, on ne peut pas non plus faire arrêter toute croissance économique pour sauver le dernier papillon vert. Mais en dehors, je choque l'assistance sûrement, mais en dehors de cet aspect-là, je vais vous donner un exemple de l'arbitrage français. Nous avons évidemment, à cause de notre programme nucléaire passé, le prix de revient de l'électricité l'un des plus bas d'Europe. Que croirez-vous qu'il arriva? C'est très simple. Le particulier français, contrairement à ce que peut-être il ne sait pas, paye son électricité 2 fois moins cher qu'en Allemagne. L'industriel français la paye légèrement plus cher qu'en Allemagne, car il y a une distorsion en Allemagne qui fait que l'industrie est favorisée. C'est encore une fois pareil, la France avantage le consommateur face au producteur. On est allé tellement loin que si on ne renverse pas la vapeur, encore une fois, on sera avec des consommateurs heureux et il n'y aura plus de producteurs en France. Donc il faut renverser la vapeur. Il n'y a pas d'autre mesure. Bien sûr, le producteur vote moins que le consommateur. Et ça, c'est certainement un certain problème. Mais l'arbitrage allemand est autre. L'Allemagne a considéré que pour l'intérêt à long terme de ses citoyens, elle devait faire différemment. En Allemagne, nous allons avoir une politique à base d'un surinvestissement en éolien et en solaire extrêmement coûteux. Quand vous dites à des Allemands, mais ça va coûter très cher aux citoyens allemands, ils vous disent oui, mais par rapport à vous Français, de toute façon, nous payons notre logement 2 fois moins cher que vous. Alors, au total, le citoyen allemand s'y retrouvera. Alors, d'autres questions. Il y avait des... Monsieur. Vous avez parlé de la Chine, mais la Chine investit beaucoup en Afrique et l'Afrique sera peut-être un lieu d'opposition avec le monde occidental. Ça va être un lieu où peut-être les deux mondes vont s'affronter et ça peut peut-être déclencher alors des conflits plus importants qu'on peut le penser. Ça avait été le cas pendant la guerre froide. Déjà, il y avait des guerres chaudes en Afrique pendant la guerre froide. Est-ce que ça peut se reproduire? Je pense, si vous voulez, que les guerres chaudes africaines sont beaucoup plus liées dans un certain nombre de pays au fait du problème entre la partie du pays qui est de religion musulmane et la partie du pays qui ne l'est pas. Dans tous les pays, c'est ça, dans les guerres actuelles, la réalité. Par contre, la présence chinoise est évidemment extrêmement forte dès aujourd'hui en Chine. Je vais vous citer un pays en Afrique. Je vais vous citer un pays dont je crois pour ma part qu'il a pas mal d'avenir. C'est l'Éthiopie. On n'en parle pas trop, mais l'Éthiopie a 60 millions d'habitants. C'est un des pays qui n'est pas trop, parce qu'il a une population d'une religion en grande majorité assez uniforme. C'est un pays qui est plein d'intérêts. C'est un pays les plus croissants. C'est un pays qui est gouverné d'une main de fer, mais ça, c'est un peu favorable à la croissance. Et l'Éthiopie, on n'en parle pas assez. Et la Chine a déjà pris des positions extrêmement importantes en Éthiopie par rapport aux pays occidentaux. Donc je crois en effet que l'Afrique va être un terrain de confrontation entre les Européens, entre les Américains, qui bien entendu continuent à être très présents, et les Chinois, qui dans beaucoup de pays ont déjà fait quelque chose et considèrent ça comme leur priorité.
notamment tout pays disposant de matières premières ou tout pays intéressant comme l'Éthiopie. Les entreprises chinoises, sachant qu'une partie des salaires chinois sont trop élevés pour faire un certain nombre de productions, par exemple de vêtements, etc., mettent les usines au Bangladesh ou par exemple en Éthiopie. Et il y a beaucoup d'investissements chinois en Éthiopie. Je pourrais vous citer d'autres pays, et vous avez 1000 fois raison. L'Afrique est une zone extrêmement intéressante, doit absolument être une zone d'investissement privilégiée. Ne soyons pas non plus pessimistes en France. Nous avons aujourd'hui, avec un pays comme l'Égypte, une coopération étonnamment privilégiée, dans lequel nous passons d'ailleurs d'une coopération privilégiée, si je puis dire, économique, à une coopération privilégiée militaire. Mais tout ça va faire des milliards d'exportations. D'autres questions? Oui, j'avais une question sur la Chine. Je comprends bien la notion de puissance chinoise, bon, elle est relativement évidente. J'ai plus de mal à comprendre la notion d'empire chinois, parce que vous avez expliqué que la Chine est l'empire du milieu, donc relativement fermé sur lui-même, et que d'autre part, les valeurs confucéennes, on les a peut-être eues en Europe avant Jésus-Christ, mais on a su évoluer par rapport à ça, et elles sont prégnantes en Chine. Donc, dans quelle mesure c'est un empire, en fait? D'abord, la première question, c'est que si vous dites à un Chinois qu'il avait des valeurs rétrogrades et que les nôtres sont plus avancées, comme vous venez de le dire, je ne suis pas sûr que le Chinois sera d'accord, hein, si vous avez parlé à des Chinois. Donc eux considèrent que leurs valeurs sont éternelles et certainement plus anciennes et supérieures aux nôtres. Enfin, je m'en tiens en cela. Je pense qu'il est très intéressant, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande, c'est un livre parfait pour vous endormir le soir, le livre « La gouvernance de la Chine » par le président Xi Jinping lui-même, que vous pouvez vous procurer dans les bonnes librairies en français. Il y a des extraits dans le livre. Voilà, hein, donc. En français. C'est très amusant, c'est le nombre de pages consacrées dans ce livre qui représente les discours fondamentaux du président Xi Jinping, en fait totalement rédigé par le consensus de l'ensemble de l'organisation chinoise, c'est-à-dire notamment le bureau politique, mais dans lequel la pensée du président actuellement est particulièrement importante dans les arbitrages. C'est très clair. La zone asiatique et la politique asiatique de la Chine fait environ 10 pages. Les États-Unis 2 pages, l'Europe 3 pages, l'Afrique 5 pages. Voilà. Donc vous avez là une gradation de l'intérêt stratégique chinois. La deuxième chose, c'est que la politique est claire. La Chine doit retrouver sa position de l'empire du milieu. Le milieu, c'est la Chine et ce qu'il y a autour, notamment la mer de Chine. Et ensuite, les 2 routes de la soie. Les 2 routes de la soie, c'est la route du Nord, c'est-à-dire les anciennes républiques de l'URSS, qui sont les républiques turques, c'est-à-dire en passant le Kyrgyzstan, continuons par là, jusque bien sûr au Kazakhstan. Ça, c'est une zone prioritaire pour la Chine, d'amitié et de développement économique. La deuxième zone, c'est celle du Sud, c'est-à-dire elle tout contourne, elle va bien entendu jusqu'au détroit d'Ormuz et elle atteint l'Afrique. Vous avez les cartes chinoises et ça, ce sont les priorités de leur stratégie d'ordre diplomatique et de coopération économique, les 2 routes de la soie. Donc ça, c'est très intéressant, je crois, à lire, parce que les Chinois ont l'habitude d'assez expliciter ce qu'ils vont faire dans leur plan et dans un certain nombre d'éléments, et donc ça montre bien leurs priorités. Vis-à-vis du problème politique du Moyen-Orient, je crois que l'incidence économique majeure, je ne veux pas dire les questions des réfugiés, qui est également une incidence qui n'est pas immédiatement économique, mais qui peut évidemment être profonde à terme. Mais l'incidence majeure du Moyen-Orient est pétrolière, exclusivement pétrolière. Je vous rappelle juste une chose. Du point de vue du pétrole, à cause de ce qu'on appelle les gaz de schiste, qu'on devrait mieux appeler, ou de l'huile de schiste, qu'on devrait mieux appeler l'huile de roche-mère, parce que c'est pas que du schiste, eh bien, les États-Unis vont bientôt être complètement indépendants. Ça signifie que s'il y a un blocage pétrolier qui arrête, je ne sais pas, les exportations de tel ou tel pays, les États-Unis n'en auront pas de conséquences. Vous avez là une raison économique qui vous fait comprendre la nouvelle attitude américaine, qui est clairement d'un certain désengagement. Désormais, c'est nous qui allons avoir les conséquences, et un peu les Chinois. Mais c'est nous qui allons avoir les conséquences d'un éventuel problème politique sur le pétrole au Moyen-Orient. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte.
Mais il y a évidemment une liaison étroite entre l'attitude récente, clairement de désengagement un peu américain, et bien entendu cette question du pétrole, qui était la question fondamentale. Une autre question, monsieur? Oui, monsieur, concernant les futurs accords transatlantiques qui sont en discussion pour faciliter les échanges entre l'Europe et les États-Unis, en dehors des baisses des régulations de coûts douaniers, je crois qu'à l'origine, c'était une volonté des industriels français qui voulaient trouver un moyen de pouvoir entrer sur le marché américain de façon plus facile par rapport au protectionnisme. Aujourd'hui, sans que ce soit une volonté aussi des Américains, qu'est-ce que vous voyez comme principal avantage et inconvénient à cette situation, puisque beaucoup de personnes s'inquiètent des effets possibles de délocalisation qu'il pourrait y avoir entre l'Europe et les États-Unis, et quels sont pour vous les principaux avantages à ce genre d'accord et l'inconvénient, bien sûr, puisque rien n'est parfait? Alors là, je ne vous recommande pas le livre de Jean-Louis Beffat, mais un éditorial qu'il a fait dans le Challenge il y a une quinzaine de jours. Et vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients, voilà. Je crois. Je considère qu'il y a beaucoup de désavantages et peu d'avantages, pour plusieurs plans. En ce qui concerne les droits de douane, à part quelques secteurs, je crois que ce n'est pas important. En ce qui concerne les normes, étant donné que nous-mêmes, en tant qu'Européens, nous n'avons pas bien su nous mettre d'accord entre nous sur les normes, nous allons nous aligner sur les Américains. Dans un certain nombre de secteurs, nous allons être évidemment dans la position traditionnelle Horace Curias. Comme nous sommes divisés, eh bien, on risque fort de s'aligner par facilité sur la norme américaine. Ce qui va nous poser des problèmes dans toute une série de secteurs, le secteur des OGM, le secteur de la santé, le secteur des normes sanitaires. Donc je crois que tant que nous n'avons pas fait en fait une unité européenne préalable, nous ne sommes pas en position de rentrer dans ce type de discussion entre des Américains qui, sur le plan du lobby, sur le plan de 36 choses, vont totalement devenir dominants. Troisièmement, je ne crois pas qu'il est de notre intérêt de laisser à des tribunaux, quand on voit l'influence américaine à cet égard, quand on voit les conséquences quand même sur un certain nombre de secteurs, les positions prises par les Américains du point de vue juridique, je ne crois pas qu'il est intéressant de laisser à des tribunaux de type privé des problèmes qui relèvent aujourd'hui de la souveraineté d'État. En conclusion, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur des normes, sur des accords inter-zone euro. Vous voyez que je ne dis pas Europe, je dis euro, et qu'ensuite on pourra discuter avec les Américains. Donc cette négociation est une négociation qui n'est pas dans le bon calendrier, elle n'a qu'un seul but, c'est de nous empêcher d'avoir un dialogue suffisamment indépendant, dans certains domaines, pourquoi pas avec la Chine, et de faire de nous une entrée dans une zone dominée par les normes, les sociétés de type américaine. Voilà une réponse bien tranchée, comme on dit, et ce que je veux dire, c'est que cette opinion n'est pas partagée par tous les grands patrons français, hein, je peux en témoigner. Je crois qu'ils se font des illusions sur là où ils vont entrer, d'autant plus qu'ils sont intéressés à ne pas avoir le Buy American Act. Le Buy American Act, les Américains leur disent que c'est une affaire des États, et pour quelqu'un qui a vu comment on doit traiter à État par État aux États-Unis, je souhaite bien du plaisir. Non, je crois qu'on n'a pas expliqué, et même peut-être les patrons n'ont pas dans leur affaire importance, qu'ils risquent, sans le voir venir, d'avoir beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner. D'ailleurs, le débat ne s'est pas ouvert en France. Je crois que le vrai débat ne s'est pas ouvert en France, vous avez raison. Il y a un an à peu près, on a un peu parlé du poulet à la Javel, donc ça a fait une petite percée dans le débat public, mais effectivement, ça se fait vraiment entre experts à Bruxelles, etc., qu'il n'y a pas eu du tout mais c'est aussi notre rôle à nous médias d'en parler. Mais effectivement, il y a des négociations qui vont débuter et qui peuvent aboutir peut-être plus rapidement qu'on l'imagine quand on voit le traité entre les États-Unis et les pays asiatiques. Ce n'est pas un miracle que la Commission européenne et d'autres gardent ces discussions hyper secrètes. Enfin, si on voulait faire des choses sérieuses, on les rendrait plus libres. Ils ont fait une consultation publique, il y a eu 432 000 réponses, donc qui étaient toutes organisées en rafale par des cabinets d'avocats. De lobbying américains, qui sont 10 fois plus organisés, nous le savons que nous. Pour tuer le débat, c'est une bonne technique.
non. D'autres questions? Souhaitons qu'ils lisent les réponses une à une avant de faire le texte. Voilà, et l'éditorial de Jean-Louis Beffa dans Challenge. Alors, il nous reste 4 minutes, on va prendre encore 2 questions. Alors, ma question, c'était de savoir quels étaient les pays qui, selon vous, sont les plus opposés à cette unité européenne que vous appelez de vos voeux, pour des raisons qui sont liées à leur politique intérieure, leur tradition politique, leur tradition historique. Je voudrais savoir quels sont les ennemis de l'intérieur, entre guillemets, dans cette Union européenne que l'on peut juger, par certains égards, un peu trop diluée vers l'Est, par exemple. On est loin d'une une Union européenne qui soit cantonnée à l'Europe occidentale, et on a le sentiment parfois que les pays de l'Est jouent un rôle, on va dire, de jalon pour une certaine influence américaine. Voilà. Alors, l'élargissement, est-ce que c'est le cheval de Troie des Américains? Non, mais c'est naturel, si vous voulez, que les pays qui ont été les anciens pays de l'ancienne URSS, on place avant une appartenance à l'OTAN ou une appartenance évidemment à l'Union européenne pour être défendue par rapport à un éventuel danger de retour, entre guillemets. Ils ne veulent pas se retrouver dans la situation de la Crimée. Pour simplifier, quand vous êtes la Lituanie ou quand vous êtes la Lettonie, hein, il y a quand même des minorités russes extrêmement importantes et donc ces pays-là, naturellement, sont assez prudents. Non, le nœud du problème, c'est l'absence aujourd'hui d'accords suffisants franco-allemands. Et le nœud de cela est assez clair. Les Allemands vous disent qu'ils sont prêts à aller plus loin, mais qu'ils attendent de voir si les Français s'engagent dans ce qu'eux considèrent comme des réformes indispensables d'une façon plus vigoureuse. C'est ça le nœud du problème. Quand il y a des débats en ce moment entre parlementaires européens, français et allemands, c'est ça qui est vraiment le fond du problème. Pour moi qui parle avec beaucoup de managers allemands, ils disent on est vraiment prêts, on sait très bien qu'on ne va pas rester seul. On sait très bien que c'est dangereux pour nous. Et je ne crois pas qu'il y ait profondément en Allemagne le désir de rester seul. Je crois qu'il y a le désir de faire une union avec la France, à laquelle seraient évidemment associés l'Espagne, l'Italie et, à mon sens, la Pologne. C'est ça qui compte. Ce sont ces 5 pays qui comptent, à mes yeux. Et ça, c'est possible. Mais il faut d'abord un accord franco-allemand. Et cet accord franco-allemand, à mes yeux, passe par un rythme de réforme appelons-le à la Schröder, en France. Et le problème en France, c'est que sauf à arriver à trouver un certain nombre, je dirais, de consensus au centre, entre des gens qui, quand on les écoute, ne sont pas tellement différents, bien que certains aient une étiquette de droite et d'autres une étiquette de gauche. En Allemagne, n'oublions pas que les grandes réformes ont été faites par une grande coalition. Et donc, pour avoir un support politique à des réponses, vous devez avoir une base politique plus élargie que les majorités actuelles, qu'on les regarde un peu à droite ou qu'on les regarde un peu à gauche. Voilà mon sentiment. Une dernière question. Monsieur. Attendez, on va que tout le monde puisse vous entendre. Un tout petit peu de patience. Quelles sont les réformes qu'attendent les Allemands en France ? Oh, écoutez, c'est extrêmement simple. Votre gouvernement, vous prenez la tête du gouvernement de coalition. Non, mais c'est extrêmement simple. France. Il y a 2 domaines dans lesquels ils attendent des réformes. Les réformes sont sur le plan, pour simplifier, du Code du travail. Et la deuxième réforme est une réforme de type fiscal pour qu'on se rapproche de leur type de fiscalité par rapport à la nôtre qui s'en est notamment récemment assez déviée. Voilà, ce sont les 2 réformes fondamentales. Très bien. Écoutez, Jean-Louis Beffa, il nous reste à vous remercier et à vous applaudir. À vous remercier.